Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec une amie ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, Seb, avec Seb Desmarais de Héritage. Il est avec nous depuis Montréal et on va discuter un petit peu de le chant dans les églises et des hymnes. Seb, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Kevin, ça fait plaisir d'être avec toi et tous ceux qui nous écoutent. Oh, cool. Bon, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je veux commencer, comme je disais tout à l'heure, tu es très connu dans le milieu, dans les églises en francophonie, mais surtout en France. Mais ça peut être bien de juste commencer, donne-nous un petit peu de ton histoire, comment tu as commencé de chanter dans les églises, chanter les chants chrétiens, d'où vient cette passion de faire ça? Dis-nous tout. Écoute, moi, Kevin, je viens d'une famille de musiciens, musiciens d'église en fait. Donc, ça fait 3 générations qui sont croyants. Donc, mon grand-père, c'est lui le premier qui s'est converti, a donné sa vie à Dieu. Et puis ensuite, voilà, il y a eu mon père et il y a eu ma génération. Et là, on est rendu à 2 autres générations après, avec la famille s'agrandit, mais ça fait 3 générations que la foi chrétienne est présente dans notre famille. Alors, j'ai grandi à l'église, j'ai grandi en voyant mon père, mon grand-père participer dans la vie communautaire de l'église, mais avec ce rôle de musicien, ce rôle de chanteur. Et donc, j'ai toujours eu cette affinité avec le service musical. Et je me disais quand j'étais jeune, je vais sûrement faire comme mon grand-père ou comme mon père. Donc, évidemment, je chantais toujours à la maison. Il y avait toujours un instrument qui traînait comme ça, le piano, la guitare, l'orgue et tout ça. Donc, à chaque fois qu'on pouvait, mes frères et moi, on essayait de prendre l'instrument et jouer. Et mon père nous a enseigné l'harmonie, comment chanter à l'église. Puis on faisait tout ça en famille aussi dans les fêtes de Noël. Donc, vraiment, pour moi, la foi et la musique, ça fait 3 générations que ça roule chez nous, dans notre famille. Et donc, j'ai grandi entouré de ça. Euh, toi, Kevin, je ne sais pas si tu es comme moi, en fait, mais est-ce que toi aussi, tu es 3e génération ou 2e? Oui, en fait, j'étais en train de t'écouter et mon histoire, c'est un peu pareil. Mon grand-père n'était pas chrétien du tout et un jour, il était dans le navire là, aux États-Unis et il a dit à sa femme, on va aller à l'église, juste de nulle part comme ça. Moi j'ai envie de visiter une église. Ils sont trouvés dans une petite assemblée de Dieu, l'église Assemblée de Dieu, là vers Washington, D.C. Et il est devenu chrétien ce jour-là comme ça et il est devenu pasteur après. Et, Wow. et donc, moi, quand j'étais jeune comme toi, j'étais tout le temps dans l'église. J'ai commencé de chanter depuis petite à l'église. Tous les grands, on va parler davantage tout à l'heure, mais tous les hymnes, j'étais nourri depuis tout petit sur ces chants-là. C'était. Oui, et c'est ça, c'est un peu pareil. Notre histoire se ressemble, en fait. La- Moi aussi, les hymnes, je les ai entendus chanter comme ça par mon grand-père, par mon père et tous ceux qui étaient autour de moi. Donc, ça fait partie, j'ai grandi bien sûr avec cet héritage, avec ce répertoire. Puis, bien sûr, comme tous les jeunes, j'ai évolué, puis j'ai voulu avoir un peu adopté la musique de ma génération. Hmm. Et donc, j'ai décidé de faire de la musique mon métier. Non seulement c'était ma passion, quand j'ai grandi adolescent, tout ça, j'ai voulu perfectionner un peu, mais un jour, je dis à mon père, je vais aller faire des études en musique pour vraiment que ça devienne mon métier, tu vois. Ouais. Et c'était pas très populaire parce que mes amis allaient chercher des métiers un peu plus, je dirais, un peu plus crédibles, avec un peu plus d'approbation, tu vois, sociale ou qui donnait un peu plus un standing. Mais moi, j'arrive et dis, je veux être musicien. C'est pas très populaire, tu vois. Hmm. Donc, mais je sentais que j'avais cette vocation ou cette passion à l'intérieur de moi, puis je voulais pousser plus loin. Hmm. Alors, voilà, je suis allé étudier en musique dans les écoles de musique à Montréal. Et puis, bon, là, j'ai été diplômé et ensuite, je me suis mis à travailler dans la musique. Et sans le savoir, je suis tombé dans la production musicale. C'était pas le trajet que je pensais faire. Mais Mhm. un jour, quelqu'un m'a approché, me dit,
on veut produire un artiste gospel à Montréal, mais on cherche un réalisateur pour faire des arrangements. Et moi, j'avais tout frais sorti de l'école, j'avais des cours d'arrangement populaire, jazz, classique. J'avais fait tout ça, puis bon, mais là, j'avais l'opportunité de prendre ce que j'avais, disons, tout ce matériel que j'avais appris à l'école et de le mettre, voilà, de le mettre en pratique. Et ça a été un beau projet pour moi et ça a été et cet artiste que j'ai produit, c'est Maggie Blanchard, qui est une chanteuse bien connue. C'était en 1999 et voilà qu'ensuite, sans que j'ai voulu que ce chemin se trace devant moi, il s'est tracé tout simplement. Et je suis un réalisateur, un producteur de studio et d'albums chrétiens. Et en même temps, ben, j'ai un peu fait ce tracé de parallèle, si tu veux, de réalisateur, producteur. Puis à côté, j'étais aussi artiste, leader de louange. Et j'ai développé les deux côtés en même temps, en parallèle. Et à la fois, je produisais des artistes et de l'autre côté, je développais un peu ce côté artistique et ce côté du ministère de Sébastien Desmarais et de l'autre côté, le producteur, réalisateur. Et franchement, je trouve que les deux se complémentent assez bien. Je reste toujours dans la création musicale d'un côté et de l'autre côté, ben, j'évolue aussi en tant qu'artiste et je fais beaucoup de rencontres et je continue de servir mon église, servir l'église locale et l'église dans son ensemble un peu partout dans le monde lorsque je suis invité. Alors, en gros, là, j'ai essayé de résumer ça rapidement, mais ça, c'est un petit peu mon histoire. Voilà. Bon, c'est chouette. Je sais que tu as fait la réalisation pour Maggie Blanchard. Tu es aussi, nous, on a travaillé ensemble un peu. Tu nous as aidé avec l'Institut biblique de Genève il y a quelques années maintenant, mais pendant Covid, on a fait. Moi, j'étais pas du tout dans ce monde et j'ai dû me lancer dedans et tu étais déjà mon premier conseiller, même pour acheter quel DAW je vais utiliser et tout ça. Mais Seb, qu'est-ce que je dois faire? Mais finalement, on avait produit. Une chant de Noël au bien peuple infidèle, que tu as fait la réalisation pour ça, c'était super. Je sais aussi que tu as travaillé beaucoup avec mes amis Adrian et Fiona et Naomi et Johnny pour écriture, donc tu as réalisé leurs albums aussi, donc on profite beaucoup de ton travail. Oui, exactement. Non, en fait, c'est ce côté de producteur-réalisateur que j'aime, c'est de pouvoir découvrir des nouveaux artistes et de les accompagner dans leur démarche artistique. Donc, c'est un peu mon rôle et puis je découvre et en même temps, je participe et je trouve ça incroyable. Et justement, toute l'équipe d'écriture, c'est vraiment une belle équipe et ça a été une joie de les rencontrer. Ouais, je pense que de plus en plus, il me semble que si tu es une musicienne maintenant, euh, il faut avoir au moins un peu de compétences avec le home studio, de faire les choses toi-même. Moi, j'ai quelques années plus que toi, on va dire comme ça, voire beaucoup. Et donc, quand j'ai fait mes études de musique, quand j'étais musicien de jazz et quand j'ai fait mon master's en jazz et tout, le, le musicien et le sonoriste, c'était un peu deux mondes différents. On a mélangé un petit peu, mais c'était pas. Je me souviens, on était allé en studio. J'ai passé beaucoup de temps en studio, mais il faut aller quelque part. Tout était fait pour toi. Mets là sur le X, voilà ton micro, fais ton truc. Mais j'avais rien à dire derrière les tables. C'était vraiment. Et maintenant, de plus en plus, je pense que c'est presque nécessaire pour un musicien d'avoir un peu de compétences dans ce domaine aussi, n'est-ce pas? Oui, ben c'est une façon, c'est vraiment une façon de pouvoir, je dirais, gagner du temps aussi et économiser, bien sûr, économiser aussi financièrement parce que à l'époque, je te dirais il y a 25 ans, euh, lorsque le home studio n'était pas encore bien Ouais, développé, ça n'existait euh, pas. Ouais. produire un album en studio, ben, tu avais besoin d'engager un ingénieur de son, tu avais besoin d'engager quelqu'un qui allait faire le placement de micro, un mixeur, et tu devais louer le studio aussi qui était Mm. séparé. Et les coûts commençaient à s'additionner et ça devenait quand même astronomique. Donc, il fallait que... En fait, comment je pourrais dire? C'est comme si le studio était réservé pour deux groupes de personnes, donc ceux qui étaient vraiment talentueux et qui allaient être produits par des maisons de disques qui allaient un peu appuyer des projets comme ça avec des artistes vraiment incroyables, ou quelqu'un qui
qui ramasse son argent et puis qui dit OK, maintenant je suis prêt, j'y vais en studio, puis je suis un peu timé, donc j'ai pas le. Tu Ouais. sais, c'est comme. Et là, les compagnies se sont dit OK, mais là, des compagnies justement de studios qui développent des logiciels se sont dit ben là, on pourrait démocratiser, on pourrait vulgariser un peu nos softwares, nos Ouais. logiciels pour que les gens, les musiciens qui sont peut-être pas des ingénieurs de son, mais puissent comprendre comment ça fonctionne et rendre ça le plus simple possible. Et je pense que ça a été hyper bénéfique parce que ça a permis à des gens qui n'avaient peut-être pas les moyens d'aller se louer un grand studio, ben, de s'acheter un ordinateur, un micro, un petit préampli pour quelques dollars et on est capable de s'enregistrer. Peut-être pas le niveau professionnel, mais au moins pour enregistrer des démos, enregistrer des idées. Parce que c'est ça un peu des fois, les musiciens ou les chanteurs, on a des idées et là, on veut les enregistrer avant de les perdre, tu vois. Donc là, d'avoir un petit home studio à notre portée comme ça, c'est vraiment pratique, c'est très agréable et ça permet vraiment de maximiser un peu cette créativité, d'avoir les outils nécessaires pour que cette créativité ne s'éteigne pas et qu'elle continue. Et bien sûr, l'évolution des logiciels de musique, c'est en parallèle avec l'évolution de l'informatique. Donc, au fur et à mesure que l'informatique évolue et la musique, tous les logiciels et le système informatique musical évoluent aussi en parallèle. Donc, ça fait en sorte que maintenant, les possibilités sont incroyables. Avant, on pouvait jouer. Si tu avais besoin d'un son de violon, tu devais absolument avoir un violoniste. Maintenant, si tu veux un son de violon, tu as des logiciels qui peuvent simuler le son de violon pour t'aider à créer ton arrangement. Donc, c'est rendu très loin. Et je pense que la démocratisation du home studio a fait en sorte que on a découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes et beaucoup de musique un peu partout dans le monde. Ça enrichit, je pense, le paysage musical. Bien sûr, ça fait en sorte qu'il y a des gens aussi qui font n'importe quoi, comme dans tout. On écoute des choses et on se dit, waouh, ça devrait pas être, tu vois, mais en même temps, ça, on peut pas le contrôler. Donc, voilà, je trouve que c'est très, très bénéfique que maintenant on a accès, que ça fait. Évidemment, on n'est pas si on est musicien, ça ne veut pas dire qu'on est des super ingé-sons, Ouais. mais ça nous permet quand même de se débrouiller puis d'arriver à faire des choses qui nous aident en tant que créateurs musicaux. Ouais. OK, mais ça me donne une bonne idée pour une question. Alors, si tu veux donner quelques pistes de conseils pour une jeune musicienne qui commence, par exemple, j'ai en tête ma fille Lucie que tu as rencontrée, donc c'est le plus petite chez nous. Elle a 20 ans maintenant, le plus petite. Mais ouais, je suis vieux. Mais elle fait des études à Lyon 2 ici, en musique. Et commence de faire pas mal de choses, enregistrer les choses ici dans mon bureau, de lancer non seulement dans la musique, mais aussi dans ce monde, mais vraiment, elle commence. Hein. Donc, mais pour quelqu'un comme elle, pas justement pour ma fille, mais pour quelqu'un comme ça qui, oui, je joue, mais j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'enregistrer, d'avoir le matos comme ça. Donne-nous, ou donne à cette personne-là quelques conseils. Qu'est-ce qu'il faut commencer avec? Quel conseil est-ce que tu as pour quelqu'un comme ça? Bon, tu veux dire avoir un minimum, le minimum d'équipement pour commencer, tu veux dire? Ouais, ça et aussi juste, toi qui as fait ce travail depuis longtemps, en fait, une question que j'aimerais bien demander, qu'est-ce que tu veux dire à Seb Desmarais il y a 15-20 ans, quand il a commencé? En fait, fais pas ça, fais plutôt ça, ou ça c'est plus important que ça, ou ouais, juste le sagesse générale sur le sujet. Ben, OK. Ben, je pense que la première chose, c'est de connaître ses forces. Tu vois? OK. Donc, on peut pas tout faire. On peut pas être à la fois, ben, il y a certaines exceptions à la règle, mais je pense que si je prends, moi, je me prends Kevin, par exemple, moi, ma force, c'est ça, je suis un chanteur. Ça, c'est mon instrument premier, c'est la voix. Je suis un chanteur. Je suis pas le plus grand pianiste, je suis pas le plus grand guitariste. Je me débrouille au piano, je me débrouille à la guitare, tu vois. Donc, pour moi, c'était important quand tu as un budget, par exemple, pour investir sur le home studio, euh, j'ai besoin d'une guitare, j'ai besoin d'un piano, j'ai besoin d'un micro, j'ai besoin de. Donc, je regarde tout ça puis je me dis, OK, j'ai pas besoin d'aller chercher la grosse guitare qui coûte très cher.
J'ai pas besoin d'aller chercher le plus gros piano parce que, je suis pas le plus grand pianiste, je suis pas le plus grand guitariste. Donc, je dois aller chercher quelque chose. Tu vois, je dois essayer de répartir mon budget proportionnellement à ce que je sais qui sont mes forces et comment je peux les exploiter. Donc, mais pour moi, d'avoir un micro de qualité, c'est pour moi le plus important parce que sais que je suis chanteur et donc ma voix, quand je veux enregistrer ma voix, et je veux être sûr que j'ai un bon micro devant moi parce que je veux pas la recommencer parce que le micro est pas assez bon, tu vois. Donc, je sais que je dois investir au bon endroit. Et ma guitare, en fait, si j'ai des idées guitare, je vais les rentrer. Puis après, tu sais, pour moi, c'est pas compliqué. Je prends mon téléphone, j'envoie un texto à Jimmy Lahaye. Je dis à Jimmy, ouais, Jimmy, c'est le guitariste à qui en anglais, on dit un go-to. Ouais, Donc, non, sans doute. c'est Et ça. on a fait 3 podcasts, lui et moi, on a vraiment parlé de guitare dans tes Ouais. podcasts, de tous les détails. Donc, donc, je pense que c'est ça. On peut pas, il faut faire attention de ne pas trop s'éparpiller, tu vois, de trop il faut connaître ses forces. Et donc, pour ma part, je me suis pris un bon micro et je me suis pris aussi un bon préamp, donc un préampli pour être certain que quand j'enregistre, ma voix passe non seulement dans un bon micro, mais dans un bon préampli. Donc, pour ma part, présentement, j'utilise un Apollo audio qui a OK. de très bonne qualité. Mais si, quand tu n'es pas professionnel, tu n'as pas besoin d'aller dans ce budget-là. Tu vois, tu peux aller dans tu peux aller dans une carte Apollo, mais juste avec une entrée, tu vois. Tu peux aller dans un budget. L'important, c'est que si tu as une bonne voix et tu es chanteur, ben va chercher un bon micro, ça va. Si c'est que pour faire des démos, il faut pas dépenser des trop grandes fortunes. Mais si vraiment avoir une piste que tu sais qui va être important de garder, voilà, tu investis l'argent à la bonne place. Et puis, bien sûr, avoir un bon ordinateur, c'est très important parce que tu veux pas non plus que l'ordinateur, pendant que tu enregistres, il arrête de fonctionner, blue screen, tout ça. Tu veux pas ça. Donc, il faut te faire conseiller, d'avoir des conseils pour avoir un bon ordinateur. Idéalement, je conseille aux gens d'avoir un ordinateur dédié à la musique. Euh, Pas un ordinateur qui fait mille et une choses parce que parfois tu peux affaiblir un peu ton système. Mais sinon, si tu n'as qu'un ordinateur, ben, tu t'arranges pour qu'il soit très bon. Que ce soit un portable, ça peut être un ordinateur de bureau ou ça peut être un MacBook ou un ordinateur portable qui a vraiment assez de mémoire et assez de power de processus. Je pense qu'une fois que tu as ça, un bon micro, un bon préamp, un bon ordinateur, tu peux faire un bon bout de chemin avec ça. Et si tu es capable d'avoir une petite pièce à toi dans laquelle tu peux mettre un peu des panneaux acoustiques, comme tu vois un peu derrière moi, ça peut t'aider aussi. Quand tu enregistres, tu enregistres une source qui est quand même assez propre et ça permet de justement d'avoir des pistes on ne sait jamais, qui peuvent être bonnes au final aussi, là. OK. Et donc, juste comme ça, si tu veux donner le conseil à quelqu'un qui va acheter leur premier micro pour enregistrer leur voix, leur propre démo, un étudiant de musique, comme on avait dit, imaginaire, euh, quel micro est-ce que tu vas conseiller? Ou est-ce que peut-être que tu n'as pas une en tête, mais est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux nous donner une idée d'un micro pour quelqu'un comme ça? Écoute, Kevin, comme je te disais, je connais mes forces et je connais mes expertises. Ouais, Moi, je suis pas un expert ouais. dans l'équipement studio. En fait, ce que je fais, moi, puis je te dis un peu c'est quoi ma méthodologie, c'est que quand vient le temps pour moi d'acheter un micro, je vais dans un magasin et là, je demande au responsable du magasin, est-ce que tu as une pièce qui peut essayer les micros? Mm. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais dans la pièce, je me mets cinq micros, peut-être 10 micros, et là, je me mets des écouteurs et j'écoute ma voix dans un micro. Et donc, je pense que pour moi, j'ai toujours eu un beau résultat pour ma voix avec Mm. les AKG, les micros Ouais. AKG, AKG, ouais, je ouais, connais. et aussi les Neumann. Les Neumann, ce sont des très bons micros, bien entendu. Je pense un bon micro pour comment les TLM 33 sont très bons. Mm. Pour ma part, j'utilise ici, je vais vous le montrer, Ouais, un, très bien. un M140, Ouais, euh, OK. 147, pardon. Donc, qui est un très bon micro. Mais tu vois, c'est un bon investissement que j'ai fait. Ça fait présentement, ça va faire, tu vois, je l'ai depuis 2005. Mm. Voilà.
Donc, c'est un micro qui est encore bon. J'ai changé la capsule une fois. Donc, j'ai bien investi. C'est un très bon micro, M147 de Neumann. Mais c'est un micro peut-être un peu plus budget, qui est professionnel. Mais on peut aller dans un budget un peu moindre, là, mais je pense qu'un T33, c'est un bon micro. AKG Rode, on des très bons micros aussi de studio. Donc, je pense que rendu là, c'est un peu comme c'est un peu comme n'importe quoi, les souliers, les souliers de course. Je pense il faut essayer. Il faut trouver chaussure à son pied et il faut essayer de voir comment notre voix sonne si on est chanteur, comment la voix sonne dans le micro. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce qu'on est satisfait? Donc, il faut essayer. J'avais fait la même chose avec Fiona Adrian. Il m'avait demandé justement le groupe écriture, qu'est-ce que tu nous conseilles comme micro? Et puis, en fait, je leur ai conseillé quelques micros, mais j'ai dit, allez l'essayer dans le micro, Fiona, et tu vas voir. Et puis, finalement, ils ont trouvé aussi chaussures à leurs pieds. Tu as dit deux choses que je trouve très, très sages que je veux souligner pour les gens qui nous écoutent. Le premier, c'est que c'est OK de dire « je ne sais pas », que je vais demander à quelqu'un d'autre qui est plus un expert que moi. Moi, je fais ça souvent. En fait, je fais ça avec toi quand j'ai commencé d'enregistrer les choses. Mais si tu connais pas, c'est OK de demander l'aide de quelqu'un qui connaît plus que toi. Et c'est très sage même. Donc, il faut pas prétendre ou mettre la pression sur soi de dire « je dois savoir tout », mais on est tous en train d'apprendre tout le temps. Donc, c'est une très bonne point de vue, c'est une très bonne attitude d'avoir. Deuxièmement, j'aime bien que la manière que tu as fait parce que tu sais ce que tu veux par tes oreilles. Tu sais le son de ta voix qui te plaît ou tu sais le cible pour que tu tires sur ça. Je veux ça. Et donc, tu écoutes les choses et tu décides toi-même. C'est pas que j'ai lu dans une magazine que ça, c'est le meilleur micro, que je vais acheter ce micro. Allez, tester, écouter, prendre le temps de le faire et choisir quelque chose. Ça, c'est très sage. C'est une très bonne idée. Quand tu as parlé de preamp, tu veux dire une carte son comme ça, comme un Focusrite ou comme un Steinberg comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par preamp pour Oui, savoir? en fait, préamp, c'est une carte de son, en fait. OK. Exactement. Jadis, un préamp, c'était un préamp. Maintenant, les préamps pour la musique home studio, ce sont des cartes de son. Ouais. Et qui ont des inputs, donc ils ont des entrées et des sorties. Après ça, On va montrer ça comme ça. Oui, si je fais. ouais, c'est ça, exactement. Donc, ce Voilà. qui fait la qualité d'une carte son et d'un préamp, en fait, c'est ça, c'est la qualité du préamp, du convertisseur, le transformateur, tout ça. Donc, il y a des marques qui ont, bien entendu, il y a des marques qui sont là depuis longtemps, qui ont fait qui ont eu vraiment bonne impression et qui ont fait du chemin depuis très longtemps. Donc, EI, bien sûr, Universal Audio, on parle de Avalon, on parle en tout cas, il y en a plein, là. Moi, j'ai aussi un préamp, un vieux préamp vintage TG2 aussi, là, EMI. Chandler, qui est très, très bon. J'avais utilisé ça justement dans mon premier album. Ça a un son analogique. Je pense qu'il faut chercher Focusrite aussi. On a des très bons préamps. Millenia. Il faut chercher le bon préamp. C'est comme le micro. Ça dépend de ce qu'on cherche. Ça dépend du son qu'on veut avoir. Si on veut un son rock, un son qui est chaud, un son qui est très clair, on n'utilise pas les mêmes préamps pour faire parfois du que pour faire du gros rock ou pour faire de la musique classique, tu vois. Souvent, dans la musique rock ou la musique pop, on veut avoir un son coloré, on va avoir un préamp qui est coloré. Et quand on fait du classique, on veut avoir un préamp qui est très transparent parce qu'on veut entendre l'instrument, on veut entendre l'instrument vivre, tu vois, on veut pas trop le colorer. Donc là, on va aller dans un préamp qui est plus transparent. Alors, c'est vraiment, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend il faut savoir ce qu'on cherche. Et si on ne le sait pas, mais on pose des questions. On va voir. Maintenant, sur YouTube, sur Internet, il y a des gens qui font des reviews. Il y a des gens qui font vraiment des élaborations de tout et n'importe quoi sur tout ce qui nous concerne, les préamps. Et puis, on peut avoir de très, très bons conseils pour tous les budgets. Excellent. Super. Je pense que ça peut aider les gens. Je sais qu'on a des gens qui regardent ces podcasts qui sont débutants ou qui essaient de faire ces genres de choses eux-mêmes. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un expert, un pro comme toi qui peut donner un peu de conseils, un peu de sagesse.
C'est tout pour cet épisode d'Accent de louange. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. La prochaine fois, on va continuer cette conversation avec Seb et on va discuter de pourquoi il a commencé Héritage avec Jimmy Lay et la raison pour laquelle il veut valoriser et continuer de chanter ces vieux hymnes, ces hymnes traditionnels de l'Église. Et pour maintenant, c'est tout. Donc, merci et ciao.